tous. Oh, je ne m'attendais pas à ça, désolée. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'énergie. Donc, l'énergie, je pense que je ne vous apprends rien, c'est au cœur de notre vie quotidienne. Et ce matin, vous avez eu besoin d'énergie pour faire sonner votre réveil, pour, si vous êtes comme moi, le faire snoozer à peu près 85 fois, pour faire chauffer votre café et pour venir ici. Si on n'avait aucune source d'énergie, il y a de bonnes chances qu'on vivrait aux heures du soleil, dans une cabane et sans beaucoup se déplacer. Mais l'énergie, ça a beau être au cœur de notre vie quotidienne, c'est aussi au cœur de notre vie politique. Ah, ça avait déjà passé. Trump, entre beaucoup d'autres choses, réactive des projets de pipeline. Les députés ici votent l'interdiction du gaz de schiste. En Afrique, on a du mal à se développer à cause du manque d'électricité, d'accès à l'électricité. Et au Mexique, il y a des violences qui apparaissent à cause de la hausse du prix du pétrole. Donc l'énergie, c'est vraiment au cœur de la politique pour avoir une économie saine, mais pas seulement au cœur de l'économie, mais aussi au cœur de l'écologie. Vous savez, on a une consommation immodérée d'énergie non renouvelable, et donc on a atteint le réchauffement climatique, et ça pose de gros problèmes. Donc aujourd'hui, on a vraiment une situation où l'énergie, on en manque, ça coûte cher, et c'est pas écologique. Donc la question du jour, c'est peut-on produire de l'énergie à l'infini ? Alors on peut regarder du côté de la communauté scientifique, et là ça va pas très bien, parce que du côté de la communauté scientifique, on n'a aucun projet qui aujourd'hui propose de fournir plus d'énergie qu'on en consomme. Mais on a un espoir qui vient du public, et qui a été médiatisé sur M6 il y a quelques années, en 2012. Et en fait, c'est surtout de ça dont on va parler. On va parler de cette invention-là. Donc, bienvenue à cette conférence qui va parler de l'énergie, et plus particulièrement de l'invention qui avait été diffusée sur M6 il y a quelques années. C'était en 2012. Aujourd'hui, on est en 2017, ça fait un petit moment que ça a été développé. Et c'est une technologie qui a le potentiel, donc, des potentiels économiques, écologiques, et donc il y a vraiment un potentiel de changer le monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis. On a dit que l'inventeur 2012 devait changer le quotidien des Français, mais il va changer pour pas exclure que vous changez le quotidien du monde, donc je vote oui. Ah ouais. Donc ça, cette émission date de 2012, on est en 2017, et il n'y a toujours rien sur le marché aujourd'hui. Donc j'ai décidé de reprendre cette technologie, de la développer moi-même et de voir jusqu'où on pouvait pousser la technologie. D'ailleurs, je me présente, moi c'est... Ah ouais, avant je devais vous dire autre chose. Cette invention, c'est un moteur magnétique qui a la particularité de pouvoir tourner à l'infini. Donc techniquement, ce moteur, si on l'avait dans nos voitures, on pourrait rouler sans jamais avoir besoin d'aller à la station essence. Donc c'est vraiment très prometteur, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre cette invention, puis d'essayer de la faire moi-même. Donc cette fois-ci, je me présente pour de vrai. Moi, c'est Viviane, et donc j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos de science, mais en dehors de ça, mon activité principale, je fais la recherche académique au Québec, mais je suis française, d'où le petit mélange d'accent qui, j'espère, ne vous perturbe pas trop. Et donc, si je vous parle de mon activité principale, c'est parce que ça va avoir un lien avec cette conférence. Mon tout premier projet de recherche, je travaillais avec un objet particulièrement épatant qui s'appelle un appareil d'imagerie à résonance magnétique, un IRM, qu'on trouve, donc c'est un scanner qu'on trouve dans les hôpitaux. Et donc on met les patients à l'intérieur, donc les claustrophobes détestent ça. Les sensibles des oreilles aussi ont un petit peu de mal à supporter parce que ça fait un bruit assez phénoménal. Et cette chose-là, c'est un aimant. C'est un énorme aimant. Donc ça attire tout ce qu'il y a de métallique dans la pièce et ça vient se coller à l'IRM. Alors malgré tous ces défauts, il y a quand même quelques qualités, qui est la principale, sa fonction principale, c'est le fait qu'il puisse faire des images de l'intérieur du corps humain sans jamais qu'on ait besoin d'être tué ni découpé, ce qui a son petit côté pratique. Et donc si je vous parle de ça, c'est parce que l'IRM, c'est une machine magnétique. Et ici, on parle du moteur magnétique, et moi, ça a été vraiment ma découverte avec cette machine. Le magnétisme, ça m'a vraiment fasciné, c'est devenu vraiment un grand intérêt pour moi. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans cet intérêt envers le moteur magnétique. Donc, rentrons un petit peu plus dans le détail de cette fameuse invention. Elle a été présentée lors d'une émission qui s'appelait L'Inventeur 2012, donc sur M6. Et le principe, c'était que les gens venaient présenter leur invention, tout le monde pouvait faire ça, et donc un panel de jurés
décidé quelle allait être l'invention de l'année. Donc je vais vous mettre un petit extrait du début et puis vous allez voir après à quoi ça ressemble. Bonjour, un papier stylisé. Voilà, présentez-vous. Bonjour, donc je me prénomme Aurélien Prévost, je suis étudiant en économie et droit, et donc je vais vous présenter un moteur magnétique. Un moteur magnétique. C'est ça. Donc le principe d'un moteur, concrètement, c'est une force motrice sur un axe qui permet de générer un mouvement qu'on retransmet à une voiture, un avion. Ça c'était avant. Ça c'était avant, voilà. Donc ça fait à peu près 150 ans qu'on a le moteur thermique. C'est des moteurs qui consomment de l'essence, ça coûte cher. Certes. Voilà, ça s'use, ça pollue. Ça pollue, enfin bref, on peut leur trouver beaucoup d'inconvénients, et pourtant on en a besoin. Donc on a créé les moteurs électriques, ça fonctionne mais bon, pas d'autonomie, les batteries polluent, on leur trouve aussi un tas d'inconvénients. On n'a pas exploité une piste, c'est le moteur magnétique. Donc le moteur magnétique, qu'est-ce que c'est? Ça fonctionne avec ce genre d'aimants. Ah, je les connais, ces aimants, ils sont super puissants. Si vous voulez venir essayer juste de les séparer. Ouais, je comprends. Voilà, vous allez comprendre un petit peu la force. Ça a l'air pas mal. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air pas mal. Faites-nous voir. Si vous voulez séparer ces deux aimants. Je les sépare. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti une attraction assez forte? Ah oui. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de coupe. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, donc là c'est un moteur qui est sous-dimensionné. Les aimants qui seront mis dans les voitures sont un petit peu plus gros, on va dire le triple. Sur les roues? Non, comme un moteur, l'emplacement d'un moteur classique. D'accord. Voilà, dans une voiture. Entre nous. Donc, quand on place une bille, mettons ici, on voit que sans couple, sans force, elle est partie à l'autre bout. La disposition est donc faite en quinconce, avec le pôle nord ici, le pôle sud ici. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc là, c'est un principe. Voilà. Donc là, le principe, il est... C'est exactement ça. Le principe de répulsion. C'est génial. Si ça marche, c'est révolutionnaire, c'est extraordinaire. L'intérêt du système, c'est que vous n'avez pas besoin d'adjonction de carburant ou de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça le principe que je vous expliquais. Il n'y a pas besoin de carburant pour faire fonctionner ce type de machine. Et donc on appelle ça des moteurs à énergie infinie, énergie libre, on appelle ça aussi une machine à mouvement perpétuel. J'aime bien le terme mouvement perpétuel, je trouve que ça représente bien ce que c'est. C'est à l'intérieur du moteur, ça va bouger vraiment à l'infini, donc le mouvement perpétuel, je trouve que ça représente bien. Et ça existe déjà dans la nature, ce type de machine à mouvement perpétuel, on en connaît au moins deux. On a l'électron qui tourne autour du noyau, il va tourner à l'infini sans aucun apport d'énergie. Et on a aussi tous les systèmes planétaires, tous les systèmes en orbite, où on va avoir la Lune qui tourne autour de la Terre, et pareil, elle va pouvoir tourner à l'infini sans jamais qu'on lui apporte aucune énergie. Et donc maintenant, on va, donc comme quoi l'homme n'a absolument rien inventé en cherchant à produire des machines à énergie infinie. D'ailleurs, on essaye de faire ça depuis environ le XVIIe siècle. Il y a eu quelques inventions qui ont été... Non. Voilà. Il y a eu quelques inventions qui sont basées sur des principes très mécaniques, la position du centre de masse, l'équilibre, ce genre de choses. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune de ces machines qui a fonctionné. Donc là, l'intérêt de Aurélien Prévost, donc la personne qui présente son invention, c'est qu'il vient utiliser la force magnétique. Et j'imagine que s'il est allé chercher dans cette voie-là, c'est parce que le magnétisme, son intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'apporter aucune énergie pour que la force magnétique, pour que son pouvoir d'attraction ou de répulsion fonctionne. Donc c'est ça qui est innovant dans sa proposition. Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il imagine, comment est-ce qu'il imagine que son moteur va, à quoi il va ressembler. D'accord. C'est le champ magnétique, les champs magnétiques en opposition qui repoussent, qui sont J'ai du mal à pouvoir appliquer un moteur de voiture aussi. Alors justement, là vous avez une version aplanie, déroulée du moteur. Admettons, on fixe donc la bille, plusieurs billes dans un rotor. On la place ici et on referme sur lui-même le moteur. On va avoir donc un moteur circulaire avec un rotor qui tourne quasi infiniment. Donc, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, j'ai essayé de représenter, j'ai redessiné moi-même le moteur que je pense qu'il imagine. Donc ça ressemblerait à un anneau externe comme ça, où il aurait tous ces aimants dans le pourtour. Et puis, on viendrait mettre un tambour à l'intérieur, où dans chaque trou, il y aurait les petites billes. Et puis, on viendrait rajouter ce cylindre, on appelle ça un arbre dans le cas d'un moteur. Et à partir de là, on connecte une roue, on connecte n'importe quoi. Et comme le tambour va tourner infiniment autour de l'anneau externe, on aura un moteur qui tourne et puis on fait avancer une voiture comme ça. Donc on regarde la suite. Je m'en sors pas avec ce pointeur.
Moi, je suis assez curieuse en fait, parce que là, ça m'a mis l'eau un peu à la bouche. J'aimerais bien me voir plus loin, plus développé, quoi. Il a démontré, c'est clair, là. Non, parce qu'il faut faire un prototype avec un moteur comme ça, voir quelque chose de concret. Tu vois, là, j'ai vu, je comprends, je vois que ça marche, mais je veux voir plus loin, moi, maintenant. L'application, c'est quoi? Pour des voitures? C'est pour tout, pour des voitures, pour des Pourquoi on fait pas ULR. alors, si c'était simple? Ça embête beaucoup trop de gens. Il y a un lobby que vous connaissez tous qui s'appelle le lobby de l'industrie pétrolière qui est en train de mettre des grandes croix sur l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Bravo. Moi, je vous dis bravo. Même, je vote même pas. Vous êtes au pinacle. Continuez. Merci, c'est C'est de la bombe. C'est de la bombe, son truc. C'est clair, c'est extraordinaire. Mais ça me paraît, je sais pas, ça, ouais, c'est aussi comment ça peut se passer. Enfin, moi, parce que j'y connais rien, mais je me dis, how, quoi, comment? Aurélien, je suis quand même très surprise que personne Moi aussi. pensait à Il y a ça. eu des Est-ce que tests. vous êtes Il y a eu certain? beaucoup de tests qui n'ont pas été concluants. Voilà, moi j'ai persévéré. Plein de fois ça n'a pas marché, j'ai trouvé une position qui permet que ça fonctionne. Maintenant il faut la garder, il faut l'essayer, il faut aller au bout. Ça, c'est l'invention 2012. Voilà, c'est lui qui va gagner. Bon, on va voter. Moi, je veux faire quelque chose. Je veux qu'Aurélien... Te signe ce document. Je suis désolé, mais là, je suis ému. Tu vas lui tuer. Aurélien, faut qu'il me signe ça, parce que aujourd'hui, il y a l'avenir. Il est ému, Jean-Michel, regarde. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Moi, je pense que vous vous emballez pour rien. Pourquoi? Parce que sur le principe, c'est bien beau, mais on n'a jamais réussi à l'appliquer en théorie à des moteurs pour vélo. Et lui, il arrive, il fait rouler une bille sur un axe, tout le monde est épaté. Non, tant mieux si ça marche, moi. On en reparlera. Non, tu vas j'adore parler, oui, c'est certain. C'est fabuleux. Fabuleux. J'espère sincèrement que c'est à l'image de la réaction de Jean-Michel. Moi, c'est un grand oui. On a dit que l'inventeur 2012 devait changer le quotidien des Français. Mais il va changer le Je ne monde. peux pas exclure que vous changez le quotidien du monde, donc je vote oui. Ah oui, c'est fantastique. 4 plus, génial. Fabuleux. Bravo. Dans le panel, seul Arnold, ingénieur informatique, a émis un bémol. Le reste de l'assistance est dithyrambique. Qui a raison? Réponse dans les semaines qui viennent. Aurélien, pas l'inventeur de l'année, l'inventeur du siècle. Du monde. De l'univers. Il va changer la face du monde. Attends, mais j'en rêve, hein, moi. Bravo. Salut Aurélien. Il a même réussi à arracher des larmes à Jean-Michel. On a vu l'avenir, les copains, mais vous savez le jour qu'on vit. Vous savez ce qu'on est, là. J'espère que t'as raison, mon gars. Bon, bah, écoute, bonne chance à toi pour la suite, et puis à très bientôt. Hein, Et bravo. Et bravo d'avoir impressionné tout le monde. Et fait pleurer Jean-Michel. Dans quelques années, ces voitures seront-elles équipées de l'invention supposée révolutionnaire d'Aurélien? En tout cas, il a marqué les esprits. J'ai pas l'extrait de l'émission qui suit, mais Aurélien a été viré. Et je sais pas quelle excuse ils ont utilisé après des commentaires aussi dithyrambiques. Peut-être que ce sont les fameux lobbies de l'industrie pétrolière qui l'ont fait taire. Mais moi j'ai décidé de reprendre l'invention et donc d'essayer de le fabriquer moi-même, de voir jusqu'où je pouvais aller avec ça. Donc première chose, je suis allée acheter des aimants. Alors j'ai pas trouvé exactement les mêmes que les siens, donc j'ai essayé de reproduire une chose la plus proche de ce qu'il avait fait. Il avait expliqué comment était son agencement nord-sud, donc j'ai essayé de respecter ça. J'ai dessiné sur l'ordinateur mon petit rail, je l'ai imprimé en 3D et puis après j'ai fait des essais. Et vous vous souvenez quand il disait... Plein de fois ça n'a pas marché. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai eu quelques échecs. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à trouver le bon agencement et ça a fini par marcher. Ça marche. Là, à ce moment-là, je suis vraiment contente du design parce que si on le compare avec ce que fait Aurélien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est quand même dans quelque chose de similaire. Ma bille, elle arrive à partir, puis ça part quand même assez fort. Donc à ce moment-là, je suis bien contente, on est sur la bonne voie. Donc je fais une itération, j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans un système en cercle. Alors je ne fais pas le système en cercle complet dès le début, simplement parce que c'est très long à fabriquer. Et donc je commence par un système en quart de cercle et ça marche nickel aussi. Donc je m'attelle au système en cercle complet qui est très très long à imprimer. Et donc là vous voyez, c'est le système que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis mes aimants ici. Et donc j'ai une gouttière ici, une glissière qui permet de mettre la bille. Et donc là je mets la bille. Et il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien.
Et donc là, je me suis dit peut-être que j'avais un mauvais agencement d'aimant, peut-être que j'ai pas exactement compris ce qu'il voulait faire. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas dans le bon plan que j'ai fait ça. Donc j'ai essayé dans un autre plan. Donc j'ai essayé celui-là. Ça marche pas non plus. Il se passe rien. Puis là, je suis face à un dilemme. Est-ce qu'il se passe rien parce que c'est moi qui ai mal fait mon design, parce que j'ai mal mis mes aimants, ou est-ce qu'il se passe rien parce que ça ne peut pas marcher? Donc là, c'est la question à laquelle on veut répondre. La problématique de la force magnétique, c'est qu'elle ne se voit pas. Donc c'est assez difficile de dire, ah oui, il manque un aimant ici, pour le champ magnétique ressemble à ça, tout ça. Donc c'est difficile à visualiser. Donc pour ça, j'ai essayé de le visualiser par ordinateur et je suis repassée sur mon rail. Je veux savoir d'abord comment est-ce que mon rail fonctionne pour pouvoir après dire pourquoi est-ce que mon cercle ne fonctionne pas ou comment est-ce qu'il pourrait fonctionner. Donc je suis allée modéliser sur ordinateur mon rail. Donc chacun des petits carrés, des petits cubes ici, ce sont les fameux aimants. Donc j'ai expliqué à l'ordinateur, ça c'est des aimants de telle sorte, autour c'est de l'air, etc. Et puis j'ai modélisé le tout. Alors cette image, ce que ça veut dire, c'est, donc vous avez toujours le rail qui est ici, et chaque couleur, ça représente une intensité de champ magnétique. Là où c'est rose, rouge, rose, c'est là où le champ magnétique est le plus fort, ce qui est assez logique vu que c'est là où il y a les aimants. Et par exemple, là où c'est bleu, c'est là où le champ magnétique est le moins fort. Donc chaque couleur, c'est une intensité différente de champ magnétique. Et la raison pour laquelle la bille vient à l'intérieur du rail, c'est parce qu'elle est attirée, il y a une force magnétique qui s'exerce sur elle pour l'amener. Force magnétique, si vous allez voir sur internet, vous allez trouver cette formule. C'est égal au volume de la bille, multiplié par sa magnétisation, qui est un petit peu son pouvoir d'attraction magnétique, multiplié par la variation de champ magnétique. Et là, le mot le plus important de cette formule, c'est le terme variation de champ magnétique. Une variation de champ magnétique, c'est quand, à un endroit, on a une certaine intensité de champ magnétique, et à un autre endroit, on en a une autre. Donc il y a un côté qui est plus fort que l'autre, tout simplement. Et ça, on appelle ça un gradient en physique. Et le gradient, c'est vraiment une notion qu'on peut appliquer un petit peu partout. Par exemple, sur cette image, vous avez une intensité de rouge plus élevée en bas qu'en haut. Donc on a une variation de la quantité de rouge, donc on a un dégradé, un gradient de couleur. Ça s'applique aussi surtout, par exemple, la température. À l'extérieur, au Québec, il fait moins 20. À l'intérieur, il va faire plus 20. Donc on va avoir un gradient de température entre les deux endroits. Et si vous voulez un petit peu visualiser à quoi ça ressemble la force magnétique, imaginez que vous êtes à l'extérieur, il fait moins 20 degrés, et vous voyez un chalet où il fait plus 20 degrés, vous avez forcément envie de vous déplacer vers le chalet. Disons que c'est un petit parallèle. Après, je ne suis pas sûre qu'à Nice, un moins 20 ce soit très parlant, mais vous comprenez l'idée. Donc, partant de là, juste sur la force magnétique, c'est vraiment le plus important, le fait que ce soit un gradient, donc une variation de champ magnétique. Et donc pour vous illustrer ça, je vais revenir sur l'IRM. Je vous avais dit que j'y reviendrais. Dans un de mes projets, je devais fabriquer un robot poisson. Et vous allez voir, ça va avoir un lien à un moment donné. Et ce robot poisson, il y avait une particularité, il n'avait pas le droit d'avoir de moteur. Pas le droit d'avoir de batterie, pas le droit d'avoir rien. Et il devait fonctionner à l'intérieur de l'IRM. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bille magnétique, la même bille que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je lui ai rajouté un petit morceau de plastique qui va représenter un petit peu la nageoire du poisson, un petit morceau de polystyrène parce que je voulais que ça flotte, et puis j'ai dessiné des yeux pour des raisons de réalisme. On a mis ce poisson dans un aquarium, l'aquarium dans l'IRM, et on a essayé de faire bouger le poisson. Donc, l'IRM, si on refaisait la simulation avec les couleurs comme je vous ai montré tout à l'heure, on aurait une seule couleur à l'intérieur de l'IRM. C'est complètement homogène, il n'y a aucune variation de champ magnétique, c'est le même champ magnétique partout à l'intérieur de l'IRM. Par contre, on peut venir contrôler, informatiquement et avec du hardware aussi, on peut venir contrôler où est-ce qu'on va mettre des zones où on va avoir des intensités de champ magnétique différentes à certains endroits. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu, donc le petit poisson avec ses petits yeux, c'est qu'on est venu créer un gradient magnétique. Donc on a demandé à l'IRM de créer plus de champ magnétique d'un côté que de l'autre. Et puis après, on lui a demandé d'inverser ce gradient et de le mettre dans l'autre sens. Et donc, ce que ça donne sur notre petit poisson, c'est qu'au début, il ne bouge pas, on a un champ complètement homogène, et puis il se met à bouger. Et donc là, on est dans l'IRM, c'est pour ça que l'image n'est pas d'une très grande qualité, parce qu'on ne peut pas amener n'importe quelle caméra à l'intérieur d'un IRM. Et donc, on arrive à faire bouger notre petit poisson. Voilà. Il s'appelait Maurice, en référence à la publicité, ceux de ma génération comprendront.
Et donc, vraiment, la force magnétique, c'est lié à ce gradient magnétique, à cette variation. Donc, ma compréhension de pourquoi est-ce que le rail fonctionne, c'est parce qu'on a une succession d'aimants, et à un moment donné, la succession s'arrête. Donc, on passe d'une zone où on a beaucoup de champs magnétiques, une grosse intensité, à un endroit où finalement, il n'y en a plus. Donc, quand on approche la bille, elle va voir le gradient magnétique, et elle va être attirée, propulsée à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne, selon moi, le rail. Si on regarde ici, à l'intérieur, c'est quasiment tout vert, les variations sont vraiment minimes à l'intérieur. Ce qui veut dire que si on mettait la bille en plein milieu, comme il n'y a pas de variation, elle ne bougerait pas. Preuve. Si je la mets au milieu, elle ne bouge pas. C'est vraiment parce que j'ai réussi, c'est parce que je l'ai mis à l'extérieur qu'elle s'est mise à bouger. Donc, du coup, si vous imaginez votre rail, ici, et que vous le refermez, si ça a fonctionné parce qu'il y avait une fin au rail, du coup, quand on le referme, il n'y a plus de fin au rail, c'est infini à l'intérieur. Et donc, la bille ne voit plus de gradient magnétique, et donc, elle ne peut pas bouger. Donc, on peut faire une analogie avec ça qui est peut-être plus parlante, parce que le champ magnétique, c'est quand même assez difficile à concevoir, déjà parce qu'on ne le voit pas. Mais si vous prenez une balle et que vous la laissez tomber sur le sol, dire que notre rail à plat va fonctionner en le mettant en cercle, c'est la même chose que de dire que si ma balle, quand je la lâche, je mets un tube dans lequel elle pourra tourner à l'infini, ben ça va tourner à l'infini. Ça, je pense que c'est assez intuitif, on se rend bien compte que ça ne va pas fonctionner. Donc, le rail que j'ai fait, le cercle, ne fonctionne pas parce qu'il ne pouvait pas fonctionner. Après, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, si ça se trouve, on pourrait trouver un autre agencement d'aimants qui ferait en sorte qu'on ait cette variation de champ magnétique. Et puis peut-être que l'explication que j'ai donnée, on pourrait trouver une autre façon dont ça fonctionne. C'est possible. Il y a absolument, je ne peux pas vous prouver que ça n'existe pas. Par contre, je suis assez convaincue du fait qu'on ne va pas pouvoir extraire de l'énergie. C'est théoriquement possible de pouvoir faire tourner quelque chose à l'infini si on n'a aucun frottement, si tout est bien contrôlé, c'est théoriquement possible. Mais après, retirer de l'énergie de ça, on ne va pas pouvoir. Et ça, vous le savez autant que moi, c'est grâce à une phrase que normalement on a tous vue au collège. Dites-la avec moi si jamais vous la connaissez. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, tout le monde la connaît, la fameuse phrase de Lavoisier, certainement la chose qu'on a le plus retenue de notre collège, de notre cours de chimie. C'est une phrase qu'il n'a pas vraiment formulée comme ça, qu'il n'était pas non plus le premier à formuler, mais soit. Et elle fait partie d'une plus grande loi qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Ce que dit cette loi, c'est que l'énergie ne peut pas apparaître, on ne peut pas la créer à partir de rien, et elle ne peut pas disparaître non plus, elle disparaît jamais. Par contre, elle peut se transformer d'un état à l'autre. Par exemple, si vous avez un barrage hydroélectrique, comme on a beaucoup au Québec, vous avez une certaine quantité d'eau qui est en hauteur, on dit qu'elle a de l'énergie potentielle, puis elle va se mettre à descendre le long d'un tuyau, elle va perdre de la hauteur mais elle va gagner en vitesse, on appelle ça l'énergie cinétique. Elle va faire tourner une turbine, on va avoir de l'énergie cinétique de rotation, qui va aller dans tout un système complexe que je connais moins, certainement l'énergie magnétique, l'énergie électrique, puis ça va se rendre dans nos maisons, on va pouvoir faire chauffer le fameux café dont on parlait ce matin avec de l'énergie thermique, et ça va vous permettre, vous, d'avoir l'énergie pour rester éveillé pendant cette conférence. Donc, vraiment, l'énergie, on ne peut pas la créer du tout. Donc, si on reprend notre moteur qui est ici, ce qui se passe en réalité, admettons que notre système fonctionne et qu'on a réussi à le faire tourner. Okay, admettons. Si on essaie, mettons, on met une corde avec un poids, puis on essaie de soulever ce poids avec notre moteur. Ce qui va se passer, c'est que pour soulever le poids, ça demande de l'énergie, ça demande de la force. Et donc, la bille qui est à l'intérieur, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ralentir pour fournir cette énergie pour monter le poids. Et donc, pour faire en sorte que la bille garde cette vitesse, il faudrait injecter de l'énergie pour lui faire garder cette vitesse. Du coup, on perd tout le principe d'énergie infinie, d'énergie illimitée, puisqu'on est obligé finalement de venir ajouter ce fameux carburant dont qu'on essayait de ne pas avoir jusqu'à présent. Donc, si notre système naturel fonctionne, c'est parce qu'on ne lui prend pas d'énergie et il ne consomme pas d'énergie supplémentaire. Donc, la Lune tourne effectivement autour de la Terre.
Et si jamais on essayait d'extraire de l'énergie de ce système-là, parce qu'on pourrait essayer, ben la Lune finirait par ralentir et par s'écraser sur la Terre, tout simplement. Donc, si on revient à notre extrait, la première fois que je l'ai vu, très honnêtement, j'ai pas réalisé qu'il y avait un problème dans ce qui était montré. Je me suis même dit, ah, c'est intéressant. Mais c'est un petit peu la problématique de ce genre, de la télé, de YouTube aussi, hein, c'est la même chose. C'est que quand on est face à ce genre de médias, on laisse notre cerveau divaguer, on laisse l'information rentrer. Alors que c'est à ce moment-là qu'il faudrait se réveiller. Ici, on accuse les lobbies de l'industrie pétrolière d'être la raison pour laquelle ça n'est pas développé. Alors, je ne vais pas défendre les lobbies, c'est vraiment pas mon but, mais en l'occurrence, ici, c'est juste physiquement impossible. Okay. Donc, quand on vous promet quelque chose d'incroyable, si en plus, il y a un complot qui fait que ça ne fonctionne pas, ou si on essaie de vous perdre dans la science, ce qui n'est pas trop le cas dans l'exemple d'M6, mais si vous avez un de ces critères-là, c'est le moment où votre cerveau doit sortir de sa passivité et que vous devez éveiller votre esprit critique. Cet extrait a été vu par 3 millions de personnes. C'est 3 millions, a priori, de cerveaux passifs qui ont ingéré l'information et qui croient aujourd'hui qu'il y a une grande puissance qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Et je trouve ça très grave. Je ne sais pas si M6 avait conscience de ce qu'il était en train de propager, j'espère que non, sinon c'est grave. Mais ça pourrait être M6, le Gorafi, le New York Times ou une vidéo YouTube que la conclusion est la même, peu importe la source, il faut toujours remettre en question ce qu'on nous avance, que ce soit notre mère, que ce soit le boulanger, que ce soit à la télé, que ce soit sur YouTube, que ce soit l'auteur d'un livre ou que ce soit une conférence. Merci à tous.